commencer l'après-midi, donc on accueille Alice Yada, bonjour. Je vous propose, on vous applaudit, puis je vous donne la parole, comme ça vous allez nous parler. Merci. Bienvenue à Alice Yada. Et donc, Ali, vous allez nous parler des nouveaux défis dans le développement des systèmes de production et des organisations qui sont centrées sur l'humain. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alice Yadat, je suis directeur de laboratoire LCFC à Metz et directeur adjoint de campus de Rabat qui vient être ouvert depuis quelques mois. C'est un travail de groupe. Je n'ai pas mis ni mon nom ni les autres, mais vous pouvez aller sur le site de laboratoire, regarder. Donc, une quinzaine d'enseignants-chercheurs et une vingtaine de doctorants qui travaillent autour de ces sujets-là. Alors j'essaye, donc je suis bavard, mes collègues qui sont là, ils le savent, donc je compte sur vous pour... je veille au timing, je garde le temps. Très rapidement sur notre laboratoire, donc, qui est sur campus de Metz, qui est entre Arts et Métiers et l'Université de Lorraine, donc en co-tutelle avec l'ENIM, qui existe depuis 17 ans. Et organisé en 3 thématiques, donc j'insiste sur l'aspect thématique, pas équipe, parce qu'on travaille tous ensemble. Mais on a des spécialistes de conception, de fabrication avancée et commande, et plutôt de robotisation. Et ici, vous voyez ensemble de nos infrastructures d'équipement, les plateformes dans lesquelles on fait nos enseignements, également les recherches, et où vous voyez des humains à l'intérieur. C'est les équipements sur lesquels je vais vous expliquer un ensemble de travaux qu'on est en train de mener actuellement. Si on concentre sur le thème conception où je fais mes recherches en tant que chercheur, alors, quel est notre terrain de jeu? On travaille entre virtuel et réel. En haut, comme vous voyez, c'est jumeaux numériques. Donc, vous pouvez identifier l'usine que vous voyez là-bas. Et si vous voyez partout, il y a représentation de l'humain. À la fois en conception au pilotage, en sens organisation, en optimisation de systèmes, et également tester, opérer sur ces systèmes de simulation pour générer un ensemble de données que vous voyez sur la droite. Et en même temps, avec un lien en double sens avec le système réel, qui peut être nos plateformes ou le système industriel sur lequel on travaille avec nos partenaires, on vient organiser, planifier, piloter ces systèmes avec cette dualité entre virtuel et réel, un ensemble de données qui génère. Donc la partie génération de données, traitement de données par IA, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On s'organise donc dans ce thème-là sur 3 sous-thèmes. D'abord, jumeaux numériques, qui est la partie haut. Ça marche? Ok, je monte un peu plus haut. Incertitude et pilotage. Un mot sur incertitude. Dans le laboratoire, on est 35 enseignants-chercheurs venant des horizons différents, de matériaux jusqu'aux sciences de gestion. Alors, on devait trouver des points communs. Un point commun qu'on a trouvé, qu'on est tous intéressés par traiter l'incertain. Dans un monde incertain, quand il y a méconnaissance de quelque chose, manque d'informations ou les données qui sont représentées sur intervalle pour parler plus scientifiquement. Donc c'est ce monde incertain qu'on essaye de modéliser, évoluer, prise de décision de le faire. Sur la conception de systèmes reconfigurables qui est lié à la variabilité de produits, la variabilité de système de production, parce qu'on peut le reconfigurer sur des systèmes différents, et les humains qui opèrent ou pilotent ces systèmes, qui peuvent avoir des compétences, des connaissances, des conditions physiques différentes. Et enfin, sur la partie qu'aujourd'hui on va parler, risque d'intégration de l'humain dans les systèmes de production et reconfiguration. Donc on va le faire focus sur ce soutien. Alors l'aventure est commencée à peu près en 2012 avec INRS qui est venu nous chercher en disant dans le cadre d'un CPER que j'ai animé, vous faites des conceptions de systèmes de production, vous faites de pilotage de systèmes de production, est-ce que vous prenez en compte l'aspect sécurité santé quand vous faites concevoir ou quand vous faites pilotage de systèmes de production? À partir de là, donc en 2012, on a créé un laboratoire de commande avec l'Institut de recherche en sécurité pour travailler sur un ensemble de choses. Un ensemble de concepts est défini à partir de nos travaux de recherche avec nos collègues de INRS,
notamment situation de travail, qui est comment un humain il peut être sur son poste de travail représenté en tant que situation de travail, quels sont les phénomènes dangereux sur lesquels on peut avoir des risques de sécurité santé pour l'humain. Et on est arrivé sur une solution qu'on le représente, reprenant de nos collègues ergonomes, qui appelle marge de manœuvre. Comment introduire marge de manœuvre pour pouvoir piloter au mieux le système de production, un poste de travail ou l'interaction entre l'humain et son travail, avec quelques applications sur robotique collaborative que je viendrai par la suite. Alors, je ne parle pas de l'ensemble de modèles théoriques qu'on a développés. Je vais vous faire plutôt sur une illustration qui vous donne un peu l'idée qui était plutôt de dire prendre en compte la sécurité santé n'est pas contradictoire avec la productivité ou la qualité de produit. Si on prend en compte sécurité santé dans le travail en compte au moment de conception ou pilotage d'un système, on améliore également la productivité au sens large et également la qualité de la production qu'on le fait. Je vais l'illustrer avec quelques mots ici. Alors, les marges de manœuvre, on le sépare en 3 parties. Marge de manœuvre temporelle. Comme on dit une opération, par exemple, ça prend 5 minutes à le faire, on va me dire qu'un opérateur, il a le droit de le faire entre 4 minutes et demie et 6 minutes et demie. Et c'est sur cette marge qu'il pourra s'adapter pour travailler. Marge de manœuvre spatiale, qui dit que voilà, il peut avoir d'espace de travail plus grand, s'adapter à son morphologie, et ainsi de suite. Et puis, marge de manœuvre organisationnelle, qui est encore plus important, que c'est à lui de décider dans quel ordre il va réaliser ses tâches. Est-ce qu'aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, à quelle heure je peux faire ça, ainsi de suite. Si vous présentez ça dans le monde industrie, ils vont vous dire que c'est une désorganisation de système de production. Alors, moi je vais prendre mes 3 éléments d'indicateurs, donc qualité, santé de l'opérateur et productivité. On va regarder les impacts positifs et négatifs qu'on peut avoir sur ces différents concepts. Effectivement, si vous augmentez marge de manœuvre temporelle, vous diminuez la productivité. Mais si vous adaptez l'espace de travail, vous améliorez la santé de votre opérateur. Je prends ici seulement très rapidement 2 éléments de facteurs humains, la fatigue et l'apprentissage. Actuellement, on arrive dans notre simulateur modéliser 6 facteurs humains différents. En prenant les 2 là, par exemple, si vous donnez une marge de manœuvre temporelle à quelqu'un ou organisationnelle, vous améliorez sa situation de fatigue. Donc, améliorer sa situation de fatigue, vous avez une amélioration sur la qualité et la productivité. Maintenant, c'est un compromis entre ça qu'il peut trouver pour pouvoir faire cet ensemble. Par la suite, si vous donnez à quelqu'un l'organisation de son travail, il peut prendre du temps pour apprendre des choses qu'il a à faire. Donc, il augmente en compétences et dans ce cas-là, vous avez un impact positif sur la qualité de production ou la productivité. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Très rapidement, nous avons vu que nous n'avons pas de simulateur qui permet de simuler une simulation de système de production en prenant en compte nos facteurs humains. Donc, on a développé le simulateur nous-mêmes qui prend en compte la variabilité de produits, le nombre d'opérations, pour pouvoir le faire. Et on a confronté avec des situations réelles. Donc, les opérateurs, une production autour de 4 heures affilées, donc ce n'est pas seulement quelques minutes, et on a mesuré l'ensemble de ces facteurs pour pouvoir comparer si notre simulateur fonctionne de façon correcte par rapport à la réalité ou non. D'autres aspects, donc ça c'était un des travaux qu'on a finalisé avec l'INRS, et deuxième aspect qu'on vient de démarrer, donc c'est un projet sur 4 ans, qui est sur démantèlement. Maintenant, ils nous ont posé la question, vous avez travaillé sur l'assemblage, maintenant si on travaille sur démantèlement, est-ce que vos méthodes sont applicables? Et là, donc je reviens sur le mot incertitude, qu'ici dans démantèlement, nous avons beaucoup plus d'incertitude qu'en assemblage. Et en plus, on a fait dans le sens inverse. On est allé chercher notre partenaire industriel, donc c'est quelqu'un qui fait des démantèlements des voitures au sud de France, près de Montpellier, avec un système de production qui est assez organisé, mais il fait des démantèlements de tout type de voitures, électriques, hybrides, ainsi de suite. Et vous pouvez avoir
même de temps en temps, des objets surprenants dans le coffre, dans la voiture, ainsi de suite. Donc, comment on peut systématiser et prendre en compte la sécurité santé dans ces aspects-là, qui est actuellement notre travail. Si d'autres partenaires industriels souhaitent rejoindre à nous sur cette aventure, on est tout à fait partant. Alors, l'INRS, il nous a donné ce tempo pour commencer. À un moment donné, nous avons pensé que nous avons besoin d'avoir un cadre de recherche pour travailler de façon académique, par contre en relation avec les industriels, sur généraliser nos approches. Donc c'est à partir de là qu'une chaire industrielle qu'on a montée il y a quelques années, avec les partenaires que vous voyez ici, qu'on a travaillé sur la conception de systèmes de production sûrs et performants. C'est toujours cette dualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de le cadre pédagogique, mais je vous montre un ensemble de choses. Par exemple, sur le marge de manœuvre spatiale organisationnelle, nous avons travaillé avec 2 PME de région Lorraine, donc Magma et Pompe Hydraulique, avec l'ensemble de l'atelier, comment on a pu organiser l'organisation de l'atelier pour qu'il absorbe à la fois la variabilité de produits qu'il doit produire et en même temps éviter les tâches répétitives pour les opérateurs. Donc c'était un défi avec le simulateur qu'on avait développé. Si vous avez après des questions sur ces ensembles-là, c'est-à-dire la recherche publique, même les codes que nous avons développés sont publics à le faire. Je vais rentrer sur un détail peut-être plus important sur cet aspect de prise en compte de l'opérateur et l'organisation d'espace de travail. Une collaboration avec mes collègues de l'ISPEN qui sont là, ils discuteront après moi. Un projet ANR qu'à un moment donné, donc Yvan Yordanov est là, qui est à l'initiative de ma rencontre avec 2 collègues de Sorbonne, un sociologue et une collègue de CNAM ergonome. On a monté ce projet, on ne pensait pas que ça passait, et pendant 4 ans, on a dû travailler ensemble pour savoir l'impact de cobotisation sur l'organisation de travail en règle générale. Et nous avons trouvé un industriel qui a joué le jeu avec nous, donc je ne peux pas le citer ici, mais vous pouvez le trouver. D'abord, ici, donc l'exemple, comment cette interaction entre robot et l'opérateur peut prendre en compte dans les cas académiques. Donc, mes collègues de Lille, ils peuvent le voir que c'est le robot qui est au campus de Lille, avec une méthodologie qui a été développée. Et je vous montre l'application industrielle. C'est un PME de haute valeur ajoutée. Et là-bas, c'était impossible de dire qu'on supprime les opératrices, parce qu'ils n'étaient que des femmes, des opératrices, 38, qui toute la journée, ils faisaient donc des définitions ou polissage ou finition des noyaux de céramique pour les applications aéronautiques, notamment aérospatiales. Avec beaucoup de problèmes de TMS dans les mains, parce qu'ils donnaient le noyau, ils devaient poncer pour le noyau. Donc avec un ensemble de solutions de robotisation, on a pu proposer comment on peut soulager, par exemple, un robot qui maintient le noyau de céramique et il le fait bouger en fonction de la vue de l'opératrice pour savoir quelle face il doit présenter pour qu'elle puisse intervenir. On revient sur les équipements. Après certains travaux, on a dit qu'on a besoin d'avoir des équipements chez nous, ni CNRS, ni partenaires, pour pouvoir mener certaines recherches. C'est à partir de là qu'on a commencé à développer 2 plateformes sur Campus de Metz. Vous pouvez voir un petit exemple de Campus de Lille qu'ils ont amené. Donc c'est le même équipementier avec des spécifications différentes que nous avons ici. On a à la fois virtualisé et garder la partie, je dirais, réelle, pour toujours cette dualité qui est chère à notre activité de recherche et développement. Et puis, pouvoir mesurer la posture des opérateurs quand ils sont en situation de réel de fabrication. Alors, si on vient sur cet aspect-là, l'idée que dès la conception de systèmes de production, on puisse évaluer ces facteurs humains et l'intégrer dans la démarche de conception. Alors, si je regarde ce côté-là, parce que sur l'écran est petit, je n'ai pas mes lunettes,
Et le point central en termes de recherche, c'est pouvoir trouver la différence qui existe entre le comportement prescrit d'un opérateur et son comportement réel quand il est en situation de réel. Et c'est pouvoir estimer, évaluer son comportement réel dès la conception, mais pas quand il est en situation, quand le poste de travail est déjà développé. Donc, ça, c'est le verrou technologique sur lequel on a travaillé et un ensemble de récupération de données qu'on peut faire par nos équipes. Alors, il me reste 5 minutes, je vais aller un peu plus vite. Et donc, nous avons modélisé toutes les connexions qui est entre ces aspects de processus et on a un ensemble de l'outil qui permettra de suivre cette démarche pour la fabrication. J'arrive. Peut-être vous posez la question, alors où sont les ergonomes? Est-ce que vous avez des compétences ergonomie? On travaille avec, donc notamment la méthode Roula, qui est une méthode très connue en ergonomie pour pouvoir le faire. Et on a souhaité de l'automatiser ou semi-automatiser. Donc à partir de nos évaluations, vous voyez par cette méthode qu'on a développée, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur chaque poste, chaque geste de l'opérateur, on arrive à faire l'évaluation de leur indice de ergonomie par cette méthode. Alors, j'arrive sur ça. Est-ce que l'opérateur, il a le même sentiment? C'est-à-dire, nous, on dit que c'est bien. Est-ce que lui, il pense que c'est bien? Alors, on a fait un plan d'expérimental, plan d'expérience, donc c'est une des compétences de laboratoire, en disant qu'on va mettre des personnes à fabriquer et on va vous regarder. Il y avait l'impact de réalité virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle les dérange? Et vous voyez, on a fait plan d'expérience dans 2 sens. D'abord, réalité virtuelle, après la fabrication réelle, et pour moitié des autres individus, à l'inverse. Après, on l'a questionné, qu'est-ce que vous vous sentez? Donc après, vous voyez, c'est-à-dire entre plaisir et déplaisir. Désolé pour les mots en français, donc c'est notre doctorante qui n'est pas francophone qui les a traduits en français. Mais placer la réponse des opérateurs sur les différents axes et des éléments qu'on peut remarquer, que quand on a des personnels techniques, parce qu'on a fait le jeu avec nos techniciens, ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont en situation de réel de fabrication, de production ou assemblage, que quand ils sont sur réalité virtuelle. Donc dans ce sens-là, ça marchait mieux. Et puis, un ensemble d'éléments de réalité virtuelle qu'on a développé. Juste, je voulais vous montrer que, par exemple, on arrive à mesurer sur quelle zone exactement un opérateur il fait l'opération. De temps en temps, on voit qu'il a une posture un peu décalée, donc les zones jaunes ou vertes que vous pouvez trouver sur ce système. Je terminerai rapidement par ça. Avec nos collègues de Paris, donc de biomécanique, quand on a discuté ce travaux, on dit équiper un opérateur des marqueurs, des capteurs, peut-être ça perturbe notre évaluation. Donc on est allé de dire est-ce qu'on peut développer un système qui permet d'estimer, mesurer les mouvements d'un opérateur, mais sans marqueur. Donc on a développé la plateforme, c'est sur Campus de Paris, avec un ensemble de caméras qui permet de, maintenant, donc les algorithmes sont faits. Donc vous voyez la mesure avec marqueur et sans marqueur. On arrive à des précisions, très précisions, même sans marqueur, pour pouvoir détecter les opérateurs. Alors, vous dites qu'ils sont en sous-vêtements, ils sont dans situation. Donc, une nouvelle thèse qui est démarrée. Maintenant, nos nouveaux cobayes, ils sont habillés et ils sont dans une zone perturbée. Ça veut dire devant une machine-outil, devant un poste de travail. Et les caméras sont mobiles. Donc, on travaille donc, pour une thèse financé par l'école doctorale de l'ENSAM, que je les remercie, donc en collaboration avec mes collègues de Paris. Et l'idée de pouvoir faire une analyse biomécanique et ergonomique de mouvement en temps réel et de façon automatique à partir de ce système de mesure par caméra. Alors, je vous ai parlé de robotique. Qu'est-ce qu'on fait en robotique? Est-ce que ça tourne? Oui, vous pouvez voir. Donc actuellement, on travaille sur manipulation de l'objet souple. Donc vous voyez, il y a un robot, une opératrice, c'est la doctorante qui travaille, et le robot suit pour garder exactement la même surface à chaque fois qu'il fait l'opération. Alors ça, on l'a fait
dans le cadre d'ANR pour dire que c'est joujou. Donc, il y a 3 mois, un start-up allemand qui nous a contactés pour faire des vêtements sur mesure robotisés en utilisant pour couper le tissu. J'arrive vers la fin. Donc, le reste, je ne vais pas vous présenter un ensemble de choses très rapidement. Maintenant, on s'intéresse sur les facteurs cognitifs également, donc avec nos collègues de Karlsruhe, sur lesquels on travaille, sur la gestion de situations de crise, qui est encore un autre élément de l'humain dans les systèmes en situation de crise, notamment avec CEA, qui est un partenaire privilégié. Et je terminerai par 2 citations que j'aime bien toujours de le faire. D'abord par une collègue de projet Eschine dans le cadre de ESAM qui nous avait mentionné ça. Une collègue sociologue, on parlait de rythme, de cadence. Il a dit, est-ce que vous ne voulez pas synchroniser la cadence de la production au rythme des humains, ne pas produire plus vite que les humains. Et cette situation de Saint-Exupéry, c'est par lui que j'ai appris le français et j'adore, parce que je dis qu'il avait pensé à l'industrie 4.0 avant qu'il arrive, une centaine d'années avant. Il disait que l'usine, il doit tourner sans apercevoir pour laisser les humains d'innover, penser à autre chose. Lui, il pensait à la navigation et la poésie. Il peut être dans l'innovation technologique ou autre chose. Merci pour votre attention. Alors, questions, réactions, commentaires à cette présentation d'Ali. Peut-être en parlant des services, je vais passer le micro. Hop. Alors déjà, beau sujet finalement de synchroniser la cadence de la production au rythme des humains. C'est ça aussi que vous trouvez dans les recherches en ergonomie que vous trouvez, enfin que vous faites. Oui. C'est de se dire, tiens, il y a un rythme au-delà duquel on n'est plus dans le confort, on n'est plus dans le plaisir, on n'est plus dans l'efficacité, on est un peu dans la souffrance. Donc il y a une synchronisation à faire à ce niveau-là. Surtout que ce n'est pas seulement la cadence qui peut donner la qualité de la production. C'est ça qui est aussi important de souligner. Oui, ce n'est pas la cadence qui fait la qualité de la production. Exactement. On est d'accord. On a toujours un peu l'habitude de considérer que la vitesse, c'est la performance, et ben non. Oui, j'ai écouté il y a 2-3 jours, par exemple, sur la fabrication ou production de Rafale, qui est maintenant, par exemple, Dassault, il fabrique 3 par mois et il met énormément de moyens pour monter de 3 à 5. Donc, vous voyez, on est dans des cadences très faibles parce qu'on est dans les cas de production de haute valeur ajoutée. Et c'est là que les gestes d'intervention de l'humain, c'est beaucoup plus important qu'on est dans une production de masse. Complètement. Est-ce que... Voilà, question. Ce n'était pas vraiment une question. En fait, moi, je suis très curieuse d'en savoir un peu plus sur vos projets concernant la gestion de crise avec le CEA. Alors, gestion de crise, donc je peux revenir dessus. Donc, on travaille avec un expert de CEA qui est gestion de crise. Donc, première chose, il nous a ouvert donc les données de CEA. Donc, on a accès à des données de CEA pour pouvoir faire des simulations de gestion de crise. Alors, il y a un cellule de crise qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que s'il y a un événement, donc des petits événements. Alors, nos premières, donc la doctorante est en 2e année. Des choses qu'on a notées, on n'a pas d'un standard de prise de décision en fonction de qui est restreinte de cellules de crise à CEA. Si ça tombe un lundi, vendredi, on a une différence. Si c'est un homme, une femme, c'est une différence. Son expérience, sa tolérance par rapport à des risques, ainsi de suite. Donc, à partir de là, dans notre cadre théorique, on a introduit quelque chose que nous, on appelle des biais cognitifs. Ça veut dire que comment ces biais cognitifs, les éléments de langage, les éléments de diffusion, peuvent rentrer dans ce cadre-là pour pouvoir standardiser la prise de décision en situation de crise. Alors, la question ne veut pas dire qu'on veut déshumaniser la gestion de crise, mais c'est d'éviter des risques majeurs sur cette décision. Oui, donc, on apporte des outils d'aide à la décision. L'idée principale de donner toutes les informations à la personne qui doit prendre la décision. On est arrivé sur ce constat sur les 33 cas de simulation qu'on avait. Donc on simule, c'est-à-dire on les met dans situation, ils sont sur leur table ovale, les portes fermées et le téléphone sonne, voilà, il y a telle chose. On regarde comment ils le font.
Et l'idée de leur apporter dans les secondes minutes qui arrivent, qui doivent prendre une décision, toutes les informations nécessaires, analyser, parce que si on donne beaucoup d'informations aussi, ça peut être, le temps d'analyse, ça peut prendre du temps. Donc on travaille actuellement sur ces aspects-là, avec les billets heuristiques qui peuvent donner des éléments sur la prise de décision. Et par contre, avec Crisotech, on travaille, donc eux, c'est une start-up de gestion de crise. Ils s'intéressent à ce que les algorithmes d'intelligence artificielle et analyse de données qu'on utilise, ils peuvent servir dans la situation de crise, parce que nous, on l'utilisait sur les risques industriels classiques, et cette adaptation qu'on est en train de travailler avec eux dans le cadre d'une convention CIFRE. Notre animateur est au téléphone, donc... Excusez-moi, une urgence comme ça. On me dit dans l'oreillette, mais... Ouais. Le micro, alors qui avait besoin? Question. Autre question, voilà, il est allumé. Merci pour cette présentation. J'aurais une petite question, en fait, par rapport à la gestion des crises. Est-ce que dedans, on pourrait quantifier la charge cognitive des décideurs? Oui. C'est un des éléments que la charge cognitive. C'est pour ça que vous avez vu que sur une thèse plus académique, on travaille sur les facteurs cognitifs. Je peux vous montrer deux modèles. Actuellement, on a 150 concepts qu'on a pu numériser, c'est-à-dire numériser, évaluation numérique ou par échelle coordinale, et surtout les liens entre. Et nos biais cognitifs, ils viennent s'interposer sur l'interpréter ces charges cognitives. C'est très important, ces charges cognitives, sur ce type de décision. Et surtout qu'on a pu avoir une définition nouvelle de crise par rapport de méconnaissance d'une situation qui peut... Par exemple, si vous regardez CEA, par les simulations, ne sont pas vraiment des crises, parce que presque toutes les situations, c'était déjà imaginé, simulé, ainsi de suite. Mais rien n'empêche qu'on peut avoir une situation, comme il était au Japon, qui ne rentre pas dans les simulations et qu'on doit le prendre en compte dans les éléments de nos recherches. Les biais cognitifs qui sont un vrai sujet aujourd'hui d'étude, parce qu'on s'aperçoit déjà les réseaux, tout l'univers numérique les met en avant, les met en relief. Le travail également sur l'IA les met aussi en relief. Et du coup, c'est vrai que ça devient un sujet d'étude peut-être plus fort qu'il y a 15-20 ans, peut-être. Oui, oui. Exactement. Et je pense que nous, en sciences de l'ingénieur, on s'intéresse pas assez sur ces billets-là. Alors, moi, je suis allé un peu, pas par la force, parce qu'on a une collègue au laboratoire qui vient de sciences de gestion. Il voulait lancer cette étude. Il fallait un directeur de thèse, donc j'ai dit j'y vais. Et au fur et à mesure, en travaillant, les autres, même côté CEA, ils sont plus de sciences de gestion. On a trouvé un terrain d'entente qu'on puisse appliquer nos méthodes et outils de sciences de gestion dans ce domaine-là. Et j'ai beaucoup appris comment, par exemple, eux, ils traitent ces billets connectifs pour qu'on puisse appliquer également dans nos méthodes, même je dirais pédagogiques, l'enseignement ou la direction qu'on peut avoir dans les différents instituts ou nos organisations. Donc cet approchement entre sciences humaines sociales et sciences de l'ingénieur, c'est quelque chose qui, les biais cognitifs, ils viennent interfacer. Tout à fait. Autre question? Eh bien, on est bien, on est parfaitement à l'heure. Bravo. Ben, on peut vous applaudir, Ali. Merci. Pour cette présentation. Et puis, on se retrouve, peut-être vous êtes sur le stand... Voilà. Ici ou Arts et Métiers. Ou Arts et Métiers, voilà, ça tourne. Eh bien, merci pour cette présentation. Merci, on se retrouve dans un petit 5 minutes pour la suite de cet après-midi. Merci à vous.